Bonsoir. Excusez-nous pour ce petit retard. Bienvenue à cette 6e conférence Iségoria de l'année 2011. Avant tout, merci Monsieur Morin d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et merci, cher public, d'être, comme à l'accoutumée, aussi nombreux. Quand on a la chance de recevoir un homme comme vous, Monsieur Morin, l'enthousiasme laisse rapidement sa place à la perplexité dès lors qu'on s'attelle à la tâche de rédiger un discours d'introduction censé vous présenter. Alors non, bien sûr, mon souci n'est pas ce soir de manquer d'informations à votre propos. Le seul récit de votre cheminement politique suffirait à excéder les quelques minutes consacrées à mon exercice. Non, ce soir, la difficulté est de trouver l'équilibre dans mon discours entre vos engagements pour la République française et votre construction politique en vue d'une hypothétique élection présidentielle. En effet, il est souvent dit qu'un ancien ministre qui se prépare à une élection, hypothétique ou non, préfère que l'on évoque son projet, ses idées, son programme, plutôt que ses actions passées à la tête d'un quelconque ministère ou en tant que député. Cependant, je ne pourrais passer sous silence votre qualité de ministre de la Défense du gouvernement de François Fillon entre 2007 et 2010. Ce ministère ne vous était alors pas inconnu, puisque vous aviez été conseiller de François Léotard en 1993. Il reste que vous avez dû, avec votre style que certains jugent décontracté, succéder à Michèle Alliot-Marie, dont on aurait pu dire que le poste de ministre de la Défense était taillé pour elle. La tâche était d'autant plus difficile que vous avez entrepris de profondes réformes des armées, mutualisation des fonctions support, réflexion sur les moyens stratégiques et regroupement des états-majors et des centres administratifs au sein d'un même site parisien à Ballard. Autant de changements qui s'accompagnent de fermeture de casernes, on en a beaucoup parlé, de réduction d'effectifs et donc d'une opposition et d'une grogne certaine dans certains milieux. Votre engagement pour la France passe aussi pour votre attachement à votre région, la Haute-Normandie, puisque vous avez été conseiller municipal de la ville d'Épegne, puis maire de cette même ville, et enfin député de l'Eure entre 2002 et 2007. Parallèlement, dans le spectre politique, vous évoluez dans la sphère centriste, longtemps avec François Bayrou et l'UDF, jusqu'à votre divorce en 2007. Vous appelez alors à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour des élections présidentielles et entraînez avec vous bon nombre de députés centristes pour créer le Parti social-libéral européen, mieux connu sous le nom de Nouveau Centre. Vous vous lancez ensuite dans un tour de France pour recueillir l'avis des citoyens français sur différents thèmes de société. La synthèse de ce périple prend forme avec votre livre « Arrêtez de mépriser les Français ». Vous insistez sur la reconnaissance, pour une société de la reconnaissance. Telle est votre devise à la veille des élections présidentielles, dont vous nous direz peut-être en quelle qualité allez-vous y participer. Je ne saurais clôturer cette introduction quelque peu anachronique sans évoquer votre parcours académique, qui n'est d'ailleurs probablement pas sans expliquer votre engagement politique. En effet, vous êtes diplômé de l'IEP de Paris et êtes titulaire d'une maîtrise de droit public à Assas. J'en ai fini pour ma part. J'espère avoir évité les écueils de cette introduction. Monsieur Morin, encore merci. Je laisse maintenant la parole au parrain de l'association, Laurent Noël, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci Arnaud. Que de monde, que de monde! Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir au DNC assister à une nouvelle conférence Iségoria. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Morin, actuel président du Nouveau Centre, sur une thématique d'actualité et épineuse, l'Europe. Naturellement, compte tenu des responsabilités qui étaient les vôtres, il y a peu comme ministre de la Défense, ce sujet sera aussi abordé. Mais défense et Europe ont partie liées et depuis longtemps. L'histoire de la construction européenne est ancienne et animée avant tout par le souhait d'établir la paix civile au sein de ce vaste espace. Les prémices du projet remontent à la Renaissance. Rousseau, au milieu du XVIIIe siècle, rédigea un essai en faveur de cette idée. Après la Seconde Guerre mondiale, le flambeau est repris des deux côtés du Rhin, d'abord sur la base d'un accord sectoriel portant sur l'acier et le charbon, puis en 1957, c'est la signature du traité de Rome. 6 pays sont alors autour de la table.
La procédure d'élargissement débute en 1973 et aujourd'hui l'Union européenne compte 27 membres, dont 17 ont adopté l'euro comme monnaie. À la lumière de l'objectif initial, la construction européenne est un formidable succès. Le sinistre enchaînement des guerres, 1870, 1914 et 1939, s'est interrompu. Et l'on ne peut que se féliciter d'avoir consenti à l'abandon d'un peu de souveraineté nationale pour un si grand bénéfice. Mais parvenir à cette fin implique un choix des moyens. Le plus petit dénominateur commun des peuples, au final assez divers culturellement, est naturellement l'économie. L'Europe sera donc voulue comme un espace de libre-échange, un vaste marché où les membres de la communauté interagissent. Le bilan sur ce terrain est plus mitigé. Des succès, une facilité d'échange et de déplacement rendue possible par la suppression des frontières économiques et la mise en place de la monnaie unique. Une monnaie unique qui, rappelons-le pour les jeunes esprits, offre une remarquable stabilité monétaire aux pays qui en ont fait l'adoption. Avant cela, les fluctuations de change que nombre de pays subissaient, dont la France, généraient perte de compétitivité pour les entreprises exportatrices ou inflation. Des échecs aussi et maintenant. L'arrière-fond idéologique de l'Europe postule que le marché est un système économique plus efficace que la gestion administrative. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Si les consommateurs français auraient beaucoup à gagner de l'introduction d'une vraie concurrence dans le secteur des télécoms, la libéralisation du marché de l'électricité pourrait s'avérer une moins bonne affaire. Venons-en au sujet le plus grave, celui de la crise actuelle. Une crise, pour la première fois globale, au sens où elle affecte des acteurs, jusque-là au-dessus de la mêlée, les États des pays occidentaux, pays les plus riches de la planète, regroupés sur différents clubs, dont l'OCDE et le G20. La situation est grave pour deux raisons principales. Tout d'abord, tant la théorie avec Keynes que la pratique nous enseignent que les États sont l'ultime relais en cas de difficultés économiques d'un pays pour pallier la baisse de demande, celle provenant des ménages et des entreprises, et ses conséquences en termes de chômage. Enfin, les pays membres de l'Union européenne semblent impuissants pour résoudre la crise de la dette souveraine. Pourquoi ? Premièrement, parce que l'hétérogénéité des situations freine la convergence vers une politique économique commune. Dominique Strauss-Kahn disait il y a peu sur une chaîne télévisée que chaque pays doit prendre sa perte, mais que l'Allemagne assume les erreurs de la Grèce ne va pas de soi. Deuxièmement, les plans de sauvetage ne semblent donner satisfaction que très provisoirement. C'est en tout cas l'avis exprimé par les marchés financiers qui restent sceptiques. Troisièmement, cette crise est un processus dynamique puisque la contagion se propage. Les inquiétudes d'abord centrées sur la Grèce se sont élargies à l'Italie et c'est maintenant la France dont la solvabilité, son fameux rating, s'oriente à la baisse selon l'agence de notation Moody's. La contagion se diffuse aussi à d'autres acteurs comme les banques, dont la dette souveraine représente d'importantes lignes d'exposition dans les bilans, souvent plusieurs milliards. Pour résumer la situation, il semble acquis que la crise n'est pas conjoncturelle, mais bien structurelle. C'est-à-dire qu'elle impose de modifier en profondeur les organisations et les comportements. Pour ce faire, et en ce qui concerne la France, elle peut utiliser le levier de la fiscalité pour accroître ses recettes. Mais hélas, notre taux de prélèvement obligatoire, 44,5% en 2010, est un des plus élevés du monde. D'autre part, comment ne pas envisager de réduire les dépenses, eu égard à un déficit budgétaire qui s'accroît toujours plus, 148 milliards en 2010, soit près de 8% du PIB. Dans cette optique, la lecture du budget de l'État nous indique que la défense, nous y venons, que la défense est le troisième poste budgétaire après l'enseignement et la recherche, puis les intérêts de la dette. Réduire le premier reviendrait à hypothéquer l'avenir, puis les intérêts reviendrait à hypothéquer l'avenir, pardon. Le second est quant à lui incompressible. La France a consacré à ses armées 65 milliards d'euros en 2010, ce qui la place en termes de dépenses par habitant au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et l'Arabie saoudite. Ma naïveté en termes de défense et même de géostratégie est grande. Les chiffres ne sont pas bons non plus. Écoutez, vous me prenez au dépourvu. Vous avez dit 65 ? 65 milliards. Le budget de la défense, c'est 32 milliards. Bon, écoutez, on va revoir ça avec l'équipe Iségoria. Mais à culpa. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la place de la France en termes de dépenses par habitant ? Troisième place. Les Américains doivent être largement devant. Oui. Et puis, il y a tous les pays du Golfe. Il y a l'Arabie saoudite qui est en deuxième place. Ouais. Même les Émirats. Et même les pays d'Asie aussi. La Chine semble loin derrière. On prend
L'augmentation du budget de la défense de la Chine, c'est 20% par an. D'accord. Donc il y a peut-être un phénomène de rattrapage. Donc, j'en reviens à ma naïveté que vous avez à juste titre pointée. Pour autant, il me semble que la contribution humaine, le fantassin, tend à s'amoindrir au profit de la technologie, mais est-elle moins coûteuse? Par ailleurs, soit les conflits mondiaux semblent prendre des formes plus diffuses, comme le terrorisme, contre lesquels les armes conventionnelles sont peu adaptées, soit les conflits auxquels la France a pris récemment part posent question en termes de résultats. Il y a l'exemple afghan, et félicitons-nous d'avoir évité une participation à la seconde campagne irakienne. La perspective des élections de 2012 ranime les débats et ravive les espoirs. En cette période où sont énoncées des idées nouvelles, vous occupez, Hervé Morin, une place privilégiée en tant que président du Parti du Nouveau Centre. À ce titre, vous avez publié cette année, comme l'indiquait Arnaud, un ouvrage intitulé « Arrêtez de mépriser les Français ». Vous y livrez un diagnostic critique sur la France et sur sa classe politique, proposez des pistes qui pourraient constituer les bases d'un programme présidentiel. Vous appelez aussi à une relation plus respectueuse entre les Français et leurs dirigeants. Assisterions-nous, Hervé Morin, à un retour de la méthode adoptée par le général de Gaulle, encore un militaire, où le regard du politique porte sur le long terme, faisant fi des échéances intermédiaires, jusqu'à prendre des décisions qui pourraient compromettre sa réélection, mais qu'il juge nécessaires. Il y a le cas récent des parlementaires allemands, votant en faveur d'un soutien financier de l'Allemagne à la Grèce et contre l'avis majoritaire de son peuple. Leur posture préfigure peut-être les choix cornéliens qui pourraient s'offrir aux dirigeants politiques pour les toutes prochaines années. Merci Hervé Morin, à la fois de nous faire l'honneur de votre présence ici et aussi de nous livrer vos analyses sur ces questions. Si je comprends bien, je me retrouve tout seul avec Joël Guerriot, qui est sénateur maire de Loire-Atlantique et qui est directeur général de la Fédération des caisses d'épargne. Donc si vous avez besoin de faire un prêt particulier, il ouvre le guichet à la sortie de la salle, sans intérêt bien entendu, et avec une franchise de 20 ans, donc ça vous laissera un peu de temps pour rembourser. Et vous dire que je suis très content d'être aujourd'hui à Audencia. Alors Arnaud, je pense que tu es fait pour faire de la politique, tu sais. Bon, je te présenterai une carte du Nouveau Centre, ça coûte 20 €. 15 pour les jeunes, dit un de mes collaborateurs. Et merci, Monsieur Noël, de bien vouloir m'accueillir pour ce débat sur un sujet qui, à Joël et à moi-même, nous est particulièrement cher, qui est la question européenne. Bon, je ne réponds pas à toutes les insultes que tu as proférées pendant ton introduction. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je voudrais simplement, puisque Arnaud m'a dit il faut faire ça en 20 minutes. Donc je vais essayer de le faire en 20 minutes et pas une minute de plus. Et tu m'interromps si tu vois que ça ne va pas. Je voudrais vous faire partager avec Joël la conviction européenne profonde qui est la nôtre, qui est une conviction qui est dans notre ADN, à nous, centristes, puisqu'on peut estimer que les pères fondateurs de l'Europe sont des centristes. Parce que cette conviction-là, c'est votre destin. Vous qui avez 20 ans ou un peu plus ou un peu moins, votre horizon à vous et votre destin à vous, c'est bien entendu d'être français et de le demeurer, mais d'intégrer l'idée que le monde qui s'ouvre devant vous, ce monde global, est un monde fait pour l'Europe. Que nous avons besoin d'Europe, nous, Français. Que l'Europe, ce n'est pas moins de France, mais au contraire, plus de France. Que l'Europe est notre moyen de porter notre acquis culturel, universel, dans le monde qui est en train de se construire sous nos yeux et qui, si vous le regardez bien, est un monde dans lequel émergent des grandes nations et des grandes puissances. On est aujourd'hui à peu près dans la même situation, nous, Européens, qu'ont pu l'être les futurs États au moment de la Renaissance. Nous avons devant nous un monde où émergent de grandes puissances,
le Brésil, l'Inde, la Chine, probablement d'autres aussi en Asie. Et ce monde de grande puissance qui est en train de porter un nouveau modèle de développement est en train de se construire progressivement en oubliant le dialogue avec les Européens. Le monde qui se construit, c'est un monde dans lequel les États-Unis, qui demeurent une hyperpuissance, même si elle est aujourd'hui contestée, se tournent de plus en plus vers les rives de l'océan Indien et les rives de l'océan Pacifique que vers les rives de l'océan Atlantique. Et nous, pendant ce temps-là, alors qu'émergent ces grandes nations de demain, eh bien, nous, Européens, oublions que nous devons construire un nouveau modèle politique. On est à peu près dans la même situation que les Italiens au moment de la Renaissance, puisque vous évoquiez ça tout à l'heure dans votre propos liminaire. Les Italiens ont été à l'origine de cet immense mouvement culturel, politique, intellectuel, que fut la Renaissance. À travers et à partir de la Renaissance, se sont construites les nations modernes. Les seuls qui n'ont pas tiré de conséquences politiques de ce mouvement énorme au XVIe siècle, ce sont les Italiens qui sont restés sur le modèle des États-cités. Et les Italiens ont progressivement disparu et régressé de la scène européenne pendant des siècles. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons construit un modèle qui a été le modèle des États-nations, et face au monde qui se construit, nous oublions de faire de l'espace européen non pas simplement une zone de libre-échange, mais un espace politique. Et nous voulons défendre, nous, l'idée que la France pourra d'autant mieux porter ses valeurs, sa culture, son économie, ce à quoi elle croit profondément si elle le fait dans le cadre européen. Et vous qui êtes, m'a dit Arnaud, la 5e école de commerce en France, je vous avais qualifié de 4e, il m'a dit non, c'est la 5e. Modeste. Vous qui êtes totalement insérés dans ce monde nouveau, eh bien, vous devez être les porteurs de ce message-là. Vous avez totalement intégré l'idée qu'on est dans un village planétaire. Vous allez faire une partie de votre formation dans un pays étranger, parfois à des dizaines de milliers de kilomètres de là où vous vivez. Vous avez totalement intégré qu'éventuellement ou probablement une partie de votre vie professionnelle s'effectuera hors de France. Eh bien, vous qui êtes parfaitement en phase avec le monde nouveau qui est en train de s'ouvrir, eh bien, vous devez être porteur de l'idée que nous avons besoin de construire un nouveau schéma politique. Et ce nouveau schéma politique, je voudrais vous le décrire en quelques mots. Tout d'abord, qu'est-ce qui nous manque en Europe? Il nous manque de la démocratie, ou plutôt de la politique. Qu'est-ce qui nous manque en Europe? Une puissance. Nous sommes une zone économique, mais nous ne sommes pas une puissance. Et qu'est-ce qui nous manque en Europe? Du fédéralisme économique pour éviter, monsieur le professeur, en effet, l'effondrement de l'euro. Et je voudrais simplement vous dire ce que doit être pour nous le nouveau modèle européen. D'abord, un modèle dans lequel on y met de la démocratie et de la politique. Vous votez pour un Parlement européen, mais vous constaterez comme moi que quel que soit le vote effectué par les peuples des 27 nations européennes, la politique européenne reste né variature, toujours la même. C'est la concurrence libre et non faussée. La direction de la concurrence étant la grande direction de l'Union européenne et de la Commission. En clair, le marché, toujours le marché et encore le marché. Eh bien, moi, je souhaite que les Européens puissent porter un projet politique qui les amène à déterminer une majorité. Parce que nous avons des institutions démocratiques, probablement plus démocratiques que les institutions françaises. En France, on vit dans une monarchie républicaine, mais on vit dans une monarchie. Ce n'est pas propre à Nicolas Sarkozy, ça a toujours été le cas depuis 1958, ou du moins depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire en 1962. Nous sommes dans une monarchie avec un Parlement réduit à portions congrues. Les institutions européennes sont au contraire des institutions dans lesquelles on a mis beaucoup de démocratie. Les membres de la Commission européenne sont
confirmée par le Parlement européen. Il y a des auditions. Quand vous êtes nommé au gouvernement, Arnaud m'a expliqué que je n'étais pas à ma place quand j'ai été nommé ministre de la Défense, mais si j'avais été au niveau européen, j'aurais été devant le Parlement européen pour expliquer quelle serait ma politique, et éventuellement le Parlement européen aurait pu considérer que je n'étais pas à ma place, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure. Nous avons une démocratie, mais nous n'avons pas de politique. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, les Européens dans le Parlement européen sont appelés à dégager une majorité qui orientera la politique européenne. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au moment des élections européennes, les Européens puissent dire « je veux un Parlement et une politique plus conservatrice, plus libérale, plus de gauche, plus attentive aux questions de développement durable et d'environnement ». Bref, que nous soyons en mesure, comme vous le faites au niveau du Parlement national, de dégager une majorité qui permette d'infléchir la politique européenne et de déterminer des priorités. Est-ce que l'Europe doit plus se consacrer au développement durable? Est-ce que l'Europe doit plus se consacrer aux politiques sociales? Est-ce que l'Europe doit plus s'occuper d'université, de recherche et de développement? Bref, qu'il y ait réellement des orientations politiques comme vous en aurez l'année prochaine à travers l'élection présidentielle et les élections législatives. Et pour ça, je propose quelque chose d'extrêmement simple, c'est que nous ayons des élections européennes le même jour dans les 27 pays, mais ça ne suffirait pas pour dégager une majorité dans les 27 pays avec une liste qui est la même dans les 27 pays. En clair, que je sois en Finlande, en Grèce ou en France, j'aurai la même liste composée des 600 ou 700 ou 800 membres du Parlement européen, et cette liste-là m'amènera à dégager une majorité en Europe. Elle sera plus conservatrice, plus libérale, plus socialiste, peu importe, mais que les Européens soient en mesure de déterminer la politique qu'ils veulent. Ça, c'est pour répondre aux défis démocratiques européens. Et pour que les Européens se réapproprient les institutions européennes et considèrent que l'Europe, c'est leur affaire et que les choses se font avec eux. La deuxième problématique, c'est de faire de l'Europe une Europe puissance, monsieur le professeur. Une Europe puissance, c'est quoi? C'est une Europe capable de parler d'égal à égal avec les Chinois, avec les Américains, avec les Russes, avec les Indiens, avec les Brésiliens, et que le monde, la nouvelle gouvernance mondiale déterminée par les nouvelles instances internationales soit une gouvernance dans laquelle les Européens ont leur mot à dire. Si vous voulez bien regarder les sujets, vous verrez aujourd'hui que sur la plupart des sujets, les Européens sont progressivement écartés. Et si vous voulez bien regarder les questions de défense, monsieur le professeur, et je vous invite à cette réflexion parce qu'elle est du domaine ontologique, c'est que aujourd'hui, les Européens ont renoncé à assurer leur sécurité par eux-mêmes. Monsieur le professeur, même si la France fait encore un effort en matière de défense, comme les Anglais, tous les autres Européens ont décidé de renoncer à assurer leur sécurité par eux-mêmes. Aujourd'hui, peu ou prou, ce sont les Américains qui assurent notre sécurité, les Français étant capables d'assurer le minimum par eux-mêmes, comme les Anglais, notamment grâce à leurs forces de dissuasion. Sur le reste, les Allemands, les Italiens et l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale ont considéré que faire un effort de défense était inutile puisque l'Alliance Atlantique et les Américains étaient là pour le faire à leur place. Eh bien, moi, je vous le dis, quand vous n'avez plus d'instruments militaires, monsieur le professeur, ou quand vous n'avez plus d'instruments de défense, votre voix porte moins. Parce que votre politique étrangère, elle a d'autant plus de force qu'elle peut s'appuyer sur un outil militaire qui rend crédible votre intervention, vos propositions pour des opérations de maintien de la paix ou pour la résolution de telle ou telle crise. Je vais vous donner simplement un exemple. Vous avez dû probablement observer le cocorico national à juste titre sur le rôle de la France sur la Libye et sur l'intervention franco-britannique. Ce que les Français ne savent pas, c'est que sans l'appui des Américains, nous aurions été absolument incapables de mener une opération
qui était pourtant simplement une opération aérienne, parce qu'il y a toute une série de moyens militaires dont les Européens ne disposent plus ou ne disposent pas assez. Et donc nous avons besoin, et ça c'est la deuxième orientation qui doit être la nôtre, de mettre en commun des éléments de politique étrangère et une politique de défense qui nous amène à compter sur la scène internationale. En 2050, je ne sais pas si je serai encore en vie, ou si je suis encore en vie, je serai au bout du souffle. Mais vous vous rappellerez de moi, je n'en doute pas, et vous vous en rappellerez parce que, je vous le dis, si les Européens ne font pas cet effort de mise en commun d'une politique industrielle de défense, cet effort de mutualisation d'un certain nombre d'équipements militaires, et cet effort d'accepter l'interdépendance, c'est-à-dire en clair, comme on veut rationaliser les moyens compte tenu de nos problématiques budgétaires, eh bien, d'accepter l'idée qu'un certain nombre d'outils militaires appartenant à une nation sont préconisés ou proposés aux autres. En clair, j'ai des avions de combat, moi, France, eh bien, je fais en sorte que la sécurité de votre espace aérien, vous, Hongrois, est assurée par nos avions parce que vous n'avez plus besoin d'avoir de tels avions. Moi, Français, je sais que les Anglais peuvent me confier des avions ravitailleurs si j'ai besoin d'aller ravitailler en vol. Bref, accepter l'interdépendance pour rationaliser les coûts et pour faire en sorte que nous puissions compter. Et donc, pour fermer cette parenthèse, je vous le dis, si dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, ou dans les 10 ans qui viennent, nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour mettre en commun et restaurer un minimum de notre outil de défense, qui est notre garantie et notre sécurité ultime, eh bien, le monde s'organisera dans un dialogue entre les Américains et les Chinois. Nous serons soumis à un condominium sino-américain où les grandes affaires du monde se régleront et nous serons les spectateurs de ce monde nouveau. Je vous le dis, c'est déjà inscrit. Vous aurez observé qu'au moment de l'élection de Barack Obama, le premier geste qu'il a effectué, il l'a effectué non pas à l'égard des Européens, mais à l'égard des Chinois. Pas seulement parce que les Chinois financent la dette américaine, mais parce que les Chinois sont en train de devenir la deuxième hyperpuissance émergente, en dépit des problématiques qui sont les siennes. Donc le deuxième sujet pour nous, Arnaud, c'est la question de devenir une puissance et non pas simplement une zone de libre-échange. Et le troisième sujet, c'est celui d'intégrer non pas simplement des coordinations de politique étrangère ou des politiques européennes de sécurité et de défense, mais c'est d'aller résolument vers le fédéralisme européen et vers l'intégration budgétaire et économique européenne. Si nous n'allons pas vers cela, le schéma est déjà inscrit, je vous le dis, si les Européens, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ne mettent pas en place les institutions qui conviennent, eh bien, l'euro s'effondrera. C'est inscrit. Soit nous faisons l'effort vers le fédéralisme, soit nous y renonçons, et dans ce cas-là, l'euro éclatera. Pour une raison simple, c'est que nous avons construit un instrument monétaire en oubliant que cet instrument monétaire est un élément d'une politique économique, fiscale, industrielle d'un ensemble. Que cet instrument monétaire, s'il ne repose pas sur un certain nombre d'éléments ou d'instruments complémentaires, est un instrument en grande fragilité. Parce que comme vous avez des très bons professeurs d'économie, vous n'aurez pas oublié qu'une monnaie, la force d'une monnaie, c'est trois choses. C'est la stabilité politique et juridique, ça nous l'avons. C'est l'expression d'une puissance, ça nous ne le sommes pas. Et c'est enfin un niveau d'intégration économique et fiscale que nous n'avons pas non plus. Et c'est un potentiel de croissance que nous n'avons plus non plus. Et donc nous avons besoin, à côté de la monnaie, de construire cet ensemble qui soit des institutions qui permettent d'aller vers un budget européen. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'euro et le dollar? Parce que aux États-Unis, vous avez aussi des disparités de croissance entre l'Alabama et la Californie, comme nous en avons entre la Grèce et l'Allemagne. Mais la différence entre les deux,
c'est qu'il y a un budget américain dont les économistes considèrent qu'il représente 60% de la compensation entre États quand il y a des écarts de compétitivité. Personne n'a remarqué cet été, et je suis certain, même pas vous, a priori plus informé que la moyenne des Français, personne n'a remarqué qu'il y a eu 2 États, dont le Nevada, qui ont été en faillite cet été. Pourquoi? Parce qu'il y a un budget fédéral américain qui représente 18% de la richesse américaine. En Europe, le budget européen, c'est 1% de la richesse européenne, et c'est pour l'essentiel un budget consacré à la politique agricole commune. Donc il n'y a aucun moyen de compenser les écarts de compétitivité, et on assiste à quelque chose d'extrêmement simple, c'est que progressivement le grand écart s'effectue entre les pays du nord de l'Europe qui ont adapté leur économie à la mondialisation, et les pays du sud de l'Europe, dont la France, qui, eux, ont oublié de voir que le monde était en train de changer. Et donc, nous avons besoin d'un budget européen capable de porter une politique économique, de porter une politique fiscale, de porter une politique industrielle européenne. Nous avons besoin d'avoir une Europe qui soit capable de créer non pas simplement le marché pur et parfait qui est l'obsession de la Commission européenne, mais aussi une Europe capable de produire de grands champions industriels, probablement en situation oligopolistique, mais des grands champions industriels capables d'être en situation de concurrencer les grands champions industriels américains, chinois, indiens ou brésiliens. Nous avons par ailleurs besoin d'avoir une harmonisation fiscale et sociale. Et comme je suis en Bretagne, ou presque quand je suis à Nantes, je voudrais vous raconter cette anecdote que je raconte souvent, qui est l'histoire de mon pêcheur de Saint-Guénolé. Je suis allé pêcher une nuit sur un bateau, expérience extrêmement intéressante que je vous invite à faire, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous n'êtes jamais allé pêcher une nuit sur un vrai bateau de pêcheur. Vous comprenez à quel point ce métier est dur, et ce métier impose beaucoup de précision et beaucoup de concentration, parce que le moindre geste peut amener à la catastrophe. Et mon pêcheur, dans la nuit, à un moment où les bancs de poissons se faisaient plus rares et que le sonar nous donnait un peu de paix, avait dû, comme Arnaud, regarder un peu sur Internet ce que j'avais pu raconter, et il me dit « Je vous aime bien, mais moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est que vous êtes européen. Je ne voterai jamais pour l'Europe. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais parce que, vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Vous considérez que les pêcheurs, désormais, ne doivent plus être sur les mers européennes. » On m'a pas dit ça comme ça, plus brutalement, mais c'était ça. Et il me dit, vous nous avez abandonnés alors que 85% du poisson que mangent les Européens est du poisson d'importation. Vous nous avez abandonnés en considérant qu'il fallait faire disparaître les pêcheurs des côtes européennes parce qu'il fallait protéger la ressource halieutique et la ressource piscicole. Et pourtant, est-ce que vous posez la même question aux pêcheurs et aux pays qui vous vendent votre poisson? Le poisson que vous mangez? Non. Il me dit, si vous estimez que la mer doit être protégée, elle ne doit pas simplement être protégée sur la zone économique exclusive européenne. Que répondre à ça? Deuxièmement, il me dit, mais si avec ça encore, mais il y a pire, c'est que vous avez décidé de quelque chose qui est la politique commune de la pêche. En clair, ce sont les Européens qui traitent les choses. La seule chose, c'est que vous ne nous êtes pas donné les moyens pour faire en sorte que cette politique commune de la pêche soit appliquée de la même façon au sein des 27 pays de l'Union européenne, ou tout du moins de ceux qui ont une côte maritime. En clair, si vous aviez les moyens communs, on aurait des Espagnols qui respecteraient les mêmes règles que les Français. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la baie d'Erquy voir comment s'effectue la pêche de la coquille Saint-Jacques, mais si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder ce monument d'administration qu'est la pêche de la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. Pourquoi? Pour protéger les coquilles Saint-Jacques, vous avez 1 heure pile pour pêcher. Peut-être plus 1 heure maintenant, mais à l'époque, quand j'y étais allé, 1 heure pile.
et vous avez l'ensemble des moyens de la gendarmerie nationale, de la marine nationale, des douanes avec les jumelles, etc., qui sifflent le début et qui sifflent la fin. Si un pêcheur est pris pêchant 30 secondes de plus, il est sur amende. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites pour que les Espagnols, ou d'autres pays, mais notamment les Espagnols, respectent les règles? Rien. Si vous êtes Européens, donnez-vous les moyens de faire en sorte que les règles soient appliquées de la même façon par tout le monde. Troisième remarque, me dit-il, vous parlez d'une politique commune de la pêche, vous parlez d'une zone de libre-échange, et pourtant, vous n'avez pas les mêmes règles en matière sociale. Moi, pendant que je paie mon pêcheur 3 000 €, dans le même temps, le Britannique ou l'Irlandais paie le pêcheur 300 € par mois en allant chercher des Surinamiens ou des Brésiliens, parce qu'on estime en Angleterre ou au Royaume-Uni que dès lors qu'on est au-delà de la zone de souveraineté britannique, les règles sociales ne s'appliquent pas. Eh bien, il me dit, tant que vous me ferez une Europe comme ça, je ne voterai pas pour l'Europe. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Sinon, de lui dire que nous avons besoin, non pas de transférer une partie des compétences, parce que sur tous les sujets, que ce soit l'immigration, quand on évoque la question de Sangatte, ou sur d'autres sujets qui sont les politiques économiques, on a toujours commencé à donner un peu de compétences à l'Europe, mais les États ont toujours conservé, en effet, des parts de souveraineté, ce qui fait qu'on a un système bancal et un système qui n'est pas efficace. Eh bien, moi, je dis, dès lors qu'on estime que cette compétence-là doit devenir une compétence européenne, eh bien, on doit transférer en totalité cette compétence et cette souveraineté à l'Europe pour rendre le système efficace et pour le rendre politique. Et donc, on a besoin aussi d'harmonisation sociale. On a besoin aussi d'harmonisation fiscale. Et vous voyez bien ce qui se passe sur la Grèce. Et je termine par ça, ça sera ma conclusion, Arnaud, parce que je vois que tu commences à t'impatienter. Et comme j'ai ta collègue qui dort un peu plus haut, je vais l'éviter. Non, c'était pour vous faire tourner la tête, c'est faux. Simplement, ou presque, simplement, je voudrais terminer par ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe sur la zone euro, qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Vous voyez bien qu'à travers la question de la dette grecque, c'est la capacité de l'Europe à pouvoir réagir rapidement. Un, nous n'avons pas d'institution européenne capable de réagir rapidement. Nous n'avons pas d'institution européenne capable de définir l'intérêt général européen. Nous avons des États qui discutent ensemble et qui, par cercle concentrique, construisent une décision. Eh bien, nous disons avec Joël, il faut des institutions européennes capables de réagir rapidement et capables de porter l'intérêt général européen. L'intérêt général européen, chers amis, ce n'est pas la somme des intérêts des États. C'est comme si vous disiez l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Moi, quand j'étais prof de droit à la fac, j'apprenais à mes élèves que l'intérêt général, c'est une transcendance. Eh bien, l'intérêt général européen, c'est aussi une transcendance qui permet en effet à chacun de mieux aller, mais qui est différent du simple accord, du compromis, de la négociation bancale, qui forcément est l'aboutissement de des discussions qui sont entre les États. Vous avez vu qu'entre la France et l'Allemagne, qui représentent 50 à 60% du PIB européen, vous avez les Français qui disaient « Attention, il ne faut pas mettre les banques autour de la table, parce que si on les met autour de la table, on risque d'apparaître comme étant en défaut de paiement, et c'est tout le système qui va s'effondrer parce que les marchés perdront confiance. » Et de l'autre, vous aviez les Allemands qui disaient vous, Français, vous proposez des euro-obligations, nous, on ne veut pas d'euro-obligations. Et donc, en clair, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Et donc, la première leçon de la crise de l'euro et de la crise grecque, c'est que nous avons besoin d'institutions européennes capables de faire délibérer rapidement les Européens. Et de les faire délibérer, non pas à l'unanimité, mais à la majorité. La zone des 27 est une zone dans laquelle on a atteint un niveau d'intégration élevé, et la zone des 17 pays de l'euro,
c'est une zone dans laquelle le niveau d'intégration est insuffisant. J'ai évoqué la question tout à l'heure à travers l'harmonisation fiscale, sociale et le budget européen, mais au sein des 17 de l'euro, il n'y a pas assez d'harmonisation fiscale, sociale, et il n'y a pas les institutions capables de porter. Quand vous avez observé la semaine dernière que c'est la Slovaquie, pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais qui, dans le cadre de débats politiques internes, a été sur le point de faire achoper l'accord européen, vous constatez une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises à la majorité qualifiée, pour qu'elles ne soient pas handicapées en permanence par la règle de l'unanimité. La deuxième chose sur la crise de l'euro, c'est qu'au-delà des perspectives fédérales d'intégration économique que j'ai évoquées, c'est qu'il faut très clairement, monsieur le professeur, faire en sorte, comme l'a dit votre référence, qui est Dominique Strauss-Kahn, si j'ai bien compris, il faut faire en sorte que les Grecs ne soient pas en faillite, parce que si les Grecs sont en faillite, vous aurez immédiatement un effet de contagion, un effet domino. Et tant que c'est les Grèces, les Européens sont en capacité de pouvoir résister à la spéculation, le jour où ça devient l'Italie, l'Espagne ou la France, bien entendu, le système s'effondre parce que personne n'est capable de répondre à des tels volumes financiers. Et donc la deuxième question, c'est d'éviter la faillite de la Grèce, mais en même temps d'entendre une chose simple, c'est que les Grecs ne seront pas capables de rembourser. On le sait d'avance. Et donc il faut mettre en place des dispositifs. Alors les économistes en ont inventé un certain nombre, mais en clair, faire quelque chose de simple, c'est de dire la dette grecque, quand elle vaut 100 sur le papier, en réalité, elle s'échange à moins de 50 sur les marchés aujourd'hui. Il faut savoir que les banques américaines, qui ont de la dette grecque dans leurs actifs, elle est évaluée, cette dette, à 40% de sa valeur nominale. Et donc, au moins considérer que si la dette grecque, elle est de 180%, en réalité, elle en vaut beaucoup moins, faire en sorte que ce soit du domaine du supportable, parce que personne ne peut imaginer faire vivre à un peuple une telle purge, qui est une purge impossible, avec ses conséquences en termes de remise en cause du modèle. La troisième chose qu'il faut, c'est bien entendu, au-delà du fait que par des mécanismes, la dette privée soit une dette qui soit réduite en volume, parce qu'elle l'est déjà de facto, il faut faire en sorte qu'on mette en place des éléments de solidarité européenne. Et moi, je défends, et je continue à défendre, l'idée d'euro-obligation, qui serait des moyens pour les Européens de faire asseoir la dette européenne sur une puissance économique et commerciale de premier plan que représente la zone européenne. Et donc, si nous mettons cela en place, et si nous y ajoutons des perspectives européennes d'intégration, nous sommes en situation de pouvoir gérer les choses. Bien entendu, ça imposera en même temps qu'il y ait des règles de gouvernance budgétaire communes pour éviter qu'un jour, tel ou tel pays se retrouve face à une situation d'insolvabilité que nous avons découverte du jour au lendemain en Grèce au moment du changement de majorité. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'Europe. Ce que je voudrais simplement vous dire en un mot de conclusion, c'est que si vous regardez bien dans votre conscience de citoyen, est-ce qu'il y a plus beau destin que le destin de la construction européenne? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus puissant que l'idée d'être capable de construire un ensemble de paix, c'est l'acquis de la première construction européenne, un ensemble de prospérité et un ensemble capable de porter nos valeurs. Si vous voulez bien regarder les choses, l'Europe a été capable de porter le plus beau modèle de société. Il a ses défauts. Il est injuste. Il est plus injuste aujourd'hui qu'hier. Il est plus inéquitable aujourd'hui qu'hier. Mais il n'empêche, les Européens ont su construire un modèle de société qui n'a rien de comparable avec tous les autres. J'aime beaucoup le modèle américain. Je fais partie des rares hommes politiques qui sont capables de dire qu'ils aiment les États-Unis. Ce n'est pas facile à dire.
Mais il n'empêche, le contrat social américain, ce n'est pas le contrat social européen. Et bien entendu, le contrat social chinois ou brésilien, ce n'est pas le contrat social européen. Nous avons été capables de faire la plus belle conciliation entre des principes qui sont des belles valeurs. On a été capable de faire la conciliation du principe d'égalité et du principe de liberté. Du principe de liberté et du principe de sécurité, si je puis dire. Nous avons été capables de porter l'idée que la diversité d'une société, c'était un atout et c'était un élan et une capacité. Eh bien, ces valeurs-là, nous ne pourrons les transmettre et nous pourrons les porter dans le monde qui se construit sous nos yeux que si nous sommes capables d'être cet espace politique. Vous avez un destin européen. Et avoir ce destin européen, ça n'est pas renoncer au destin de la France, c'est simplement permettre à la France de peser dans le monde de demain. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce soir. Je vous remercie. Alors, comment ça se passe? Alors, on s'assoit. On s'assoit. Voilà, donc le temps du débat est venu. Merci, et merci pour votre exposé, et puis merci surtout pour votre belle conclusion, pleine d'espoir. Donc là, je vous présente deux autres étudiants de l'association Isegoria, Antoine et Guillaume, qui ont préparé quelques questions. Pendant qu'ils s'installent tranquillement, je me dois d'apporter une précision qui peinera beaucoup l'école, mais qui en même temps satisfera les étudiants qui aiment bien la précision. C'est que l'école n'est pas la 5e dans son benchmark, dans son classement, mais la 6e. Voilà. Mais ça peut constituer un objectif. Eh bien, peut mieux faire. Voilà. Vous savez, c'est comme l'école en France. Moi, j'ai jamais compris ce système. J'ai été un très mauvais élève. Arnaud m'a évité cette partie de mon cursus. Mais j'ai jamais compris ça. En France, même quand vous êtes un bon élève, et j'imagine que la plupart d'entre vous l'avez été, même quand vous avez des bonnes notes, on vous met peut mieux faire. Jamais on vous dit c'est bien, etc. Vous allez notamment aux États-Unis, même si vous êtes mauvais, on vous dit c'est formidable, vas-y, c'est bien ce que tu as fait. Bref, on essaie de vous donner confiance. Eh bien, vous, ayez confiance et devenez 5e. Merci. On va commencer par Antoine. Oui, bonjour. Alors moi, je vais commencer à vous poser des questions sur la crise justement européenne, qui, comme on peut le voir, vous préoccupe beaucoup. D'abord, je voulais vous questionner sur les agences de notation, parce qu'on a un peu l'impression qu'après s'être trompées sur les dettes privées avec la crise des subprimes, elles essaieraient de se refaire avec la dette publique, justement, mais en exagérant peut-être, quitte à générer justement une nouvelle crise. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Pour moi, c'est vrai qu'on a besoin de règles de transparence sur le fonctionnement des agences de notation. C'est vrai qu'on aurait besoin de règles d'habilitation, qu'on aurait besoin en quelque sorte d'une espèce d'autorité des marchés financiers pour ces agences de notation. Mais l'idée de considérer qu'il faudrait des agences publiques pour rendre le système plus transparent, honnêtement, c'est comme si aujourd'hui, on se dirait que c'est en créant une structure de plus qu'on va améliorer tel ou tel fonctionnement de tel ou tel sujet. Ces agences de notation privées existent, elles sont les références. Je rappelle que sur les 3 grandes agences de notation, il y en a une qui est française, pour l'essentiel, qui est considérée comme américaine, mais qui est détenue par des capitaux français, et qu'il y ait la nécessité, en effet, qu'il y ait des règles communes pour ces agences de notation, qu'il y ait plus de transparence sur les modalités de fonctionnement et de cotation. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, c'est comme si tu me disais, j'ai de la fièvre, et donc pour me montrer que je n'ai pas de fièvre, je vais casser le thermomètre. La réalité européenne, et notamment d'un certain nombre de pays, c'est qu'on a une vraie question qui est la question de l'endettement. C'est une question centrale. Et pourquoi ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'hier? C'est qu'aujourd'hui, hier, on avait une monnaie que les gens, parfois, moi j'ai des gens dans mon village, je ne sais pas si on vous dit ça, mais vous avez des personnes qui vous disent, mais la France a déjà été endettée dans l'histoire, avant la Première Guerre mondiale, après la crise de 29, etc. Et pourtant, on s'en est toujours sorti. Mais il y a une différence majeure.
c'est que, un, on est dans un monde global aujourd'hui, et deux, on a l'euro, et comme on a l'euro, on ne peut plus dévaluer et on ne peut plus jouer de l'inflation. Et donc, tout ça nous amène à avoir en tête que la dette qu'on crée aujourd'hui, on est appelé à la rembourser. Et donc, l'idée qu'il suffirait de casser le thermomètre pour que ça aille mieux, c'est folie. La vraie question, c'est comment, comme me le soufflait Joël, refaire de la croissance dans le pays, réduire le niveau de la dépense pour qu'on puisse avaler cette période qui est une période compliquée. Donc justement, comme vous l'avez dit... Les agences de notation, elles sont... je veux dire, c'est comme... Quand on parle des marchés, vous voyez, on dit, ouais, les marchés ou les spéculateurs. Ce n'est pas les marchés, c'est ceux qui nous empruntent. C'est ceux qui nous prêtent, pardon. Il ne faut pas que vous oubliez une chose. Tout ce que vous êtes là, autour, dans l'amphi, c'est que depuis... je le calcule. Depuis la mi-août, quand vous étiez sur les plages, eh bien, la France vit à crédit. C'est-à-dire que chaque euro dépensé par la France est un euro emprunté. La sphère publique française est un euro emprunté. Donc justement, comme vous l'avez dit, l'inflation c'est impossible, la dévaluation c'est pareil. Donc quelles armes il pourraient rester aux États européens pour combattre la crise? Parce qu'on l'a vu, la relance c'est de moins en moins possible avec justement les agences de notation. Et vous, j'imagine que votre solution ce serait le fédéralisme, mais avouez qu'avec les Allemands c'est pas l'idéal en ce moment. Je me souviens plus de ton prénom. Antoine. Antoine. Tu permets que je t'appelle par ton prénom? Ah, pas de souci. Bon. Antoine, la première chose que je voudrais te dire, c'est que l'idée que les Allemands, eux, estimeraient qu'ils sont dans une bulle qui leur permettrait d'être prospères dans un monde en chaos, c'est une idée qui n'est partagée par personne ou presque en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'Angela Merkel est la première chancelière issue de l'Ost et qui n'a probablement pas la même vision européenne. Mais tu auras remarqué qu'elle s'est faite tancer par l'ancien chancelier Helmut Kohl qui lui a rappelé le destin européen de l'Allemagne. Et tu auras observé, probablement puisque tu lis les journaux tous les jours ou tu es sur le net tous les jours, c'est que on a assisté à quelque chose d'extrêmement curieux. C'est que le ministre de l'économie et des finances allemande a été reçu à déjeuner par le président de la République française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde politique allemand et dans la sphère gouvernementale allemande, il y a des hommes et des femmes qui ont parfaitement conscience que l'égoïsme allemand amènerait l'Allemagne aussi aux difficultés. Il ne peut pas y avoir de prospérité de l'Allemagne sans prospérité de l'Europe. Et pour cause, puisque l'Allemagne a construit son modèle sur la production et l'exportation. Et donc, comment peut-on imaginer que l'Allemagne s'en tirerait si tout d'un coup, les 500 millions de consommateurs européens, moins l'Allemagne, étaient en grande difficulté? J'ajoute par ailleurs que vous avez eu des grands philosophes et des grands intellectuels très écoutés en Allemagne, comme Jürgen Habermas, qui ont fait des papiers il n'y a pas très longtemps, pour dire, voilà, le destin de l'Allemagne, c'est un destin européen. Et moi, j'ai observé que dans toute la nouvelle génération des futurs dirigeants allemands, tous disent, on a besoin d'aller vers le fédéralisme européen. On passe à... J'ajoute que pour la croissance, il y a une chose qui pourrait être immédiatement mise en œuvre, moi que je réclame, c'est que la Banque centrale européenne joue sur la parité euro-dollar. Il n'y a aucune raison, les économistes estiment que la parité de pouvoir d'achat ou la parité de change logique compte tenu des compétitivités de l'économie américaine et de l'économie européenne, ça devrait être 1 euro à 1,15. Eh bien, faisons en sorte que l'euro baisse afin de nous redonner des marges à l'export. Donc moi, je vais plus vous interroger sur la politique. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller droit au but. Quand on vous pose la question de votre candidature, souvent répondez que c'est le temps du projet et pas encore le temps de la candidature. Mais à quoi ça sert d'avoir un projet si on ne peut pas après le défendre à la présidentielle? Donc à quoi ça sert de ne pas encore... Guillaume. De ne pas encore vous engager, de vous déclarer comme candidat pour l'élection présidentielle? Eh bien, Guillaume,
je sens que je vais te prendre avec moi à Paris dès demain matin pour aller expliquer aux parlementaires centristes qui parfois tremblent qu'en effet, ça ne sert à rien d'avoir un projet si on n'est pas en situation de le porter devant les Français. Donc je suis exactement du même avis que toi. Donc rassure-toi. Vous allez y aller. J'ai bien l'intention d'y aller. Et même si tu es capable de garder un secret, je te donnerai le jour, la date et le lieu. Très bien. Et ça vous fait pas peur justement d'avoir 3% d'intention de vote D'avoir seulement 3% d'intention de vote, qu'est-ce que vous comptez faire pour peut-être augmenter ce score Eh bien, je compte d'abord à ce qu'à partir de ce soir, tu dis, tiens, c'est pour Morin que je vais voter. Trois choses. La première, c'est que ce n'est pas les sondages. Alors, tu vas me dire que c'est de l'autosuggestion, hein, je suis d'accord. Mais ce n'est pas les sondages qui vont dire aux Français ce qu'ils doivent faire. Comme tu connais ton histoire politique, je te rappelle un certain nombre de choses. Alors, tu étais trop jeune, mais en 1995, moi, j'ai fait la campagne d'Édouard Balladur. Parce que j'étais au cabinet de François Léotard, donc j'ai fait la campagne de Balladur. Bon. Les sondages étaient favorables. Les sondages... Très favorables. Le Monde, je vous jure, hein, Le Monde titrait « Édouard Balladur élu au premier tour, point d'interrogation ». On n'a même pas passé le premier tour. Je rappelle que mon camarade Bayrou était crédité 3 à 4% dans les sondages 9 mois avant le premier tour. Il a fait 18% et 7 millions de voix. J'ai connu Jacques Chirac, à qui on disait « Monsieur Chirac, Joël, tu te souviens ? Tous les jours, Monsieur Chirac, mais pourquoi vous vous présentez? Ça ne sert à rien, vous êtes crédité de 8-9% dans les sondages. » Il a été élu. Je te rappelle, si tu veux encore une histoire, que le pauvre François Hollande, aujourd'hui considéré, je lui dis pauvre parce que celui désigné comme le président de la République 7 mois avant ne l'est jamais. Regardez, vous verrez. Et qu'est-ce que vous faites dans... Attendez, laissez-moi finir. Le pauvre François Hollande, il y a 1 an et demi, il était voué aux orties. La presse, non mais rappelez-vous, la presse racontait quand il a quitté le secrétariat du Parti Socialiste, qu'il s'était foutu, que ce type n'avait plus de carrière, qu'il avait été un mauvais premier secrétaire du PS, que désormais, pour lui, c'était la fin de son histoire politique, qu'il n'aura jamais été ministre. Reprenez les papiers, reprenez les papiers. Il y a 2 ans, François Hollande était considéré comme le loser absolu au sein du PS. 2 ans plus tard, il est déjà président de la République. Donc, honnêtement, s'il fallait que je m'arrête à simplement l'appréciation du moment, alors c'est vrai que je préférerais être à plus de 2 ou 3, ça, je suis d'accord avec toi. Parce que je dormirais mieux la nuit, quoi, c'est sûr. Bon, mais moi, j'ai connu la campagne de Bayrou, on en a fait une en 2002, on était entre 1 et 2%. On a fini à 7. Qu'est-ce que je veux faire? Et une autre, on a commencé à 3, on a fini à 18. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux porter des propositions politiques. J'ai parlé de l'Europe. On peut parler d'autres sujets. Ces propositions politiques, je souhaite bien entendu qu'elles trouvent la plus grande adhésion dans le pays. Et je souhaite ensuite, non pas considérer que d'office j'appelle à voter Nicolas Sarkozy parce que j'estime que mes valeurs m'amènent à un accord avec la droite, mais de dire au soir du premier tour, il y aura un accord avec le candidat étant qualifié pour le second tour, dans lequel on retrouvera un certain nombre de nos propositions. Je prends un exemple simple. Je veux un référendum pour rendre la République en France plus irréprochable qu'elle ne l'est. Je veux la fin du Sarkozy en 2007. Voilà. Comme ça, ça permettra de le rappeler, c'est un certain nombre de choses. Voilà. Je veux
la fin du cumul des mandats, je veux des règles strictes sur les conflits d'intérêts entre le privé et les affaires politiques, je veux des règles sur la détention du capital des sociétés de presse parce qu'elles ne doivent pas être détenues par des entreprises qui ont des intérêts directs avec l'État, si tu vois ce que je veux dire, quand on a été ministre de la Défense. Je veux qu'il y ait des règles strictes sur les incompatibilités entre les fonctions ministérielles et les fonctions locales. Et qu'on dise aux Français, voilà, on a besoin d'une nouvelle étape, de restaurer un lien de confiance, et je souhaite que ça se fasse par référendum. Eh bien ça, je veux que ce soit inscrit dans l'accord à l'issue du premier tour. Une petite dernière question. Est-ce que vous pensez pouvoir réunir la famille centriste, alors que même des personnes de votre parti, comme Jean-Christophe Lagarde ou Maurice Leroy, ne semblent pas vraiment vous faire confiance pour être candidat à l'élection présidentielle? Je vois que tu as les meilleures références. Mais ils sont, comme le dit Joël, absolument minoritaires. Dans une formation politique, le jour où tu auras l'unanimité et le consensus absolu, c'est le jour où tu es tellement haut dans les sondages que tout le monde se dit qu'il vaut mieux être derrière toi. Déjà, bon, après, il y a certains qui sont au gouvernement, donc forcément, bon, d'autres pour lesquels il y a des histoires personnelles compliquées. Bon, peu importe. De toute façon, d'ailleurs, personne d'entre vous ne connaît Jean-Christophe Lagarde. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, et donc, voilà. Non, puis ça me fait du bien de le dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc la réalité d'une campagne présidentielle, c'est bien entendu qu'il y ait une équipe soudée, solide, qui soit avec vous, parce que c'est pas facile d'être candidat à la présidentielle. Je veux même te dire qu'avant de pouvoir le dire, de le construire dans sa tête, de pouvoir se dire, je pourrais être candidat à l'élection présidentielle. Tu sais, c'est comme réussir un grand concours d'une grande école, tu vois? C'est que quand tu es dans ta période de préparation, tu te dis, mais peut-être que j'y serai. Mais moi, quand j'ai préparé l'ENA, j'ai souvenir, là, tu vois, vraiment, en me disant, mais bon. Deuxième temps, le dire, tu vois, le dire. C'est pas facile de dire ça parce que faut. Voilà, c'est une vraie introspection personnelle, c'est un vrai engagement. Vous avez une équipe, vous avez des copains qui s'engagent, une formation politique à laquelle vous croyez. Puis vous-même, c'est de vous dire, mais est-ce que je peux rationnellement exprimer l'idée que, voilà, pouvoir dire un jour, je vais me retrouver dans quelques semaines derrière un pupitre et je vais dire, je suis candidat à la présidence de la République. C'est pas facile de dire ça. En plus de ça, pour répondre à Arnaud tout à l'heure, moi je ne suis pas issu je dis souvent à mes deux grands-enfants, je leur dis, vous avez une chance incroyable. C'est que vous aurez déjà levé des tas de barrières sociales. Moi, mon père, il a un certificat d'études. Pas vous faire pleurer, mais mon père, il a un certificat d'études et ma mère n'a pas dû passer l'école primaire. Mon père avait une petite entreprise de maçonnerie dans un village de Normandie. Et je comprends ce que veulent dire les Français de la diversité quand ils parlent du plafond de verre. Parce que le jour où j'ai dit, je veux faire Sciences Po, déjà on me regardait en disant, mais c'est pas pour lui. Et quand je suis arrivé à Sciences Po, j'ai compris ce que c'était. Parce que quand vous étiez, à l'époque, Sciences Po n'avait pas la diversité qui est la sienne aujourd'hui, et que vous aviez à l'école, pour l'essentiel, des jeunes en loden vert. Vous avez tous oublié ce que c'est que les loden verts, qui étaient ces manteaux verts qui étaient le repère de la France qui se portait bien, et qui vous racontaient que la veille au soir, ils avaient dîné avec un parlementaire, qu'ils avaient dîné avec tel grand patron industriel, tel ministre, tel haut fonctionnaire, et que vous êtes issu de votre campagne profonde avec un père qui était maçon, ben, chaque période est une période de construction. Moi, je suis devenu maire, conseiller général, député, président de groupe, ministre, et chaque étape pour moi, ça a été une vraie marche, une vraie construction. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça,
à partir de votre question. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la décision de le faire, c'est une décision qui, pour moi, a été un énorme engagement personnel. Et cet engagement personnel, je le fais en conscience parce que, comme toi, j'estime que si nous ne portons pas nos idées, si nous ne portons pas ce que nous croyons, comme par exemple sur l'Europe, ben, on n'a aucune raison d'être parlementaire et de faire de la politique. Ça ne sert à rien. Voilà. Merci. Merci, Hervé Morin. Alors, il nous reste quelques minutes, puisque je crois que vous avez un agenda un peu chargé. Vous avez un autre rendez-vous à 20h30, c'est ça? Ben, vous avez probablement que vous allez en avoir marre déjà, pour votre part. Mais Joël, c'est toi qui le maître de cérémonie. On a dit oui. Voilà, d'accord. Donc, il nous reste un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure de questions réservées à la salle. Donc, que ceux qui ont des questions se manifestent en levant la main. Et normalement, on devrait vous distribuer les micros. Voilà. Donc on a une question à gauche, monsieur. Bonsoir. Monsieur le ministre, une question. Vous parliez tout à l'heure de créer un espace politique. Vous êtes étudiant, monsieur? Non, je suis sociologue au Centre nantais de sociologie, juste à côté. Donc vous parliez de créer un espace politique en parlant de l'Europe. Ça veut dire considérer qu'il faut générer un transfert de souveraineté qui soit plus important. Vous parliez des États-Unis. Est-ce que vous seriez, par exemple, pour une élection au suffrage universel direct d'un président de l'Europe, d'un gouvernement européen? Moi, je suis pas favorable à cette idée. Non pas parce que je ne suis pas fédéraliste, hein, ce n'est pas la question. Je n'y suis pas favorable parce que je pense qu'elle n'est pas partagée par les Européens. Les Européens sont dans des régimes parlementaires. Le seul pays qui a une élection présidentielle au suffrage universel avec un président de la République qui a autant de pouvoir, c'est la France. Il y a d'autres élections au suffrage universel, mais avec des présidents qui sont simplement chargés de l'unité du pays ou de la cohésion du pays, comme en Pologne. Les autres pays européens sont des régimes parlementaires. Et donc ce sont des régimes parlementaires qui n'accepteront pas l'idée d'un espèce de super monarque qui serait élu par les 500 millions d'habitants. Donc moi ce que je propose, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des listes au niveau européen qui permettent de dégager une majorité politique européenne et une inflexion politique européenne. Mais je ne crois pas à l'élection d'un président des États-Unis. Merci. Une autre pour question. des raisons, non pas que j'y sois défavorable, mais parce que je pense que les Européens n'en voudront pas. Et il faut penser à un projet que puissent partager les autres. Une question dans la travée centrale, là. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous nous avez rappelé tout à l'heure que ce qui faisait défaut à l'Europe, c'était une véritable puissance. Et selon vous, les Européens ont refusé d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. Je vais vous poser une question un petit peu polémique. Et ne croyez pas que c'est parce que je sais qui est Jean-Christophe Lagarde que je vous pose cette question. Mais n'est-ce pas vous qui, en tant que ministre de la Défense, et je vous l'accorde aussi le président de la République, qui avez fait le choix, à mon sens, contraire au point de vue que vous avez développé tout à l'heure, d'avoir rejoint le commandement intégré de l'OTAN. Et est-ce que cela signifie, de votre point de vue, que votre euro-béatitude a été moins importante que votre coup de cœur pour les Américains? Je vous remercie, monsieur le ministre. Chez moi, il n'y a pas d'euro-béatitude. Il y a une conviction profonde qu'on a besoin de construire cet ensemble. Voilà. C'est tout. J'observe que sur la question, pour prendre un seul exemple, que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure pour faire un peu plus court, si on prend des sujets de politique étrangère, quand les Européens sont unis et portent un même message, ils sont capables de peser. Je pense par exemple à la prolifération nucléaire iranienne.
quand les Européens n'ont pas de politique étrangère commune ou de position commune comme sur la question israélo-palestinienne, on est totalement absent du sujet. Alors, attendez, j'y réponds. Je pense que votre vision des choses est une vision qui correspond, qui est une erreur. Non mais, je vous l'explique. À travers ça, il y a deux erreurs. La première, c'est considérer que réintégrer revenir dans le commandement intégré de l'OTAN, ce serait en quelque sorte perdre une partie de sa souveraineté, ce qui est archi faux. Dans la mesure où toutes les décisions au sein de l'Alliance Atlantique sont prises à l'unanimité, que nous avons été membres fondateurs de l'Alliance Atlantique en 1949 et que nous sommes tenus par les mêmes obligations. Deuxièmement, c'est d'autant plus faux qu'en fait, de façon sournoise et sans le dire, depuis François Mitterrand, la France a réintégré à peu près l'ensemble des comités de l'Alliance Atlantique. Nous avions réintégré plusieurs centaines de militaires au sein des différents comités. La seule chose à laquelle nous n'étions pas rentrés, c'est en effet dans le commandement intégré. Et donc on était dans cette situation absolument paradoxale d'être le 3e ou 4e contributeur au sein de l'Alliance Atlantique, parce qu'on payait, au même titre que les autres, d'être le pays qui était quasiment le meilleur élève de l'Alliance Atlantique en termes d'engagement de ses troupes. Nous avons participé à toutes les opérations de l'Alliance Atlantique. Nous mettions des hommes et des femmes, des militaires français, sous le feu et sous le risque vital, sans participer aux décisions d'engagement. Décisions si, mais sans participer à l'organisation des opérations militaires. On était dans ce paradoxe de considérer qu'on pouvait commander des opérations de l'Alliance. On a commandé à plusieurs reprises des opérations de l'Alliance Atlantique. On y mettait des militaires, mais on n'était pas dans le commandement intégré, c'est-à-dire là où se décidait l'engagement et l'organisation des opérations. Reconnaissez que c'est un paradoxe. Et la deuxième erreur, et c'est celle-là que je voudrais surtout vous pointer du doigt, c'est qu'il n'y a pas d'incohérence entre l'un et l'autre. Et il y a même une cohérence. La cohérence, c'est qu'il faut que vous intégriez ça, c'est que les Européens, pour eux, leur système de sécurité, c'est l'Alliance Atlantique. Pour les Européens, leur garantie, c'est le parapluie et la sécurité américaine. Et vous ne construirez jamais l'Europe de la défense en pensant que l'Europe de la défense pourrait être présentée comme une alternative à l'Alliance Atlantique. Et c'est parce que les Français n'étaient pas dans le commandement intégré qu'à chaque fois que nous avancions sur l'Europe de la défense, les autres Européens se disaient, les Français font ça, c'est pour affaiblir l'Alliance Atlantique. Et à chaque fois, bien entendu, que ce sentiment-là apparaissait, les Européens étaient en retrait pour la défense européenne. Parce que, comme on a des pays qui ne mettent plus un sou dans leur défense, ils savent bien que ce n'est pas ni les Anglais, ni les Américains, ni les Français, les Anglais eux-mêmes atlantistes, plus atlantistes que quiconque, que ce n'est pas les Français qui allaient assurer leur sécurité. Ou tout du moins qui sont en situation de pouvoir l'assurer totalement et pleinement pour les 500 millions d'habitants européens. Et donc pour eux, la sécurité de l'Alliance, elle est absolue. Et donc le fait que la France revienne dans l'Alliance Atlantique, complètement et totalement, ça les libère de l'idée que lorsqu'on parle d'Europe de la défense, c'est pour affaiblir l'Alliance Atlantique. Si vous ne faites pas ce chemin-là, vous ne construirez jamais le modèle que j'évoquais tout à l'heure. Merci. On va prendre une dernière question. Allez, trois dernières en même temps. Allez. Alors, je crois que c'est ici. Donc, bonjour Monsieur Morin, merci pour votre exposé brillant, qui je pense a convaincu pas mal de monde, même si quelques points ont désaccord, mais ça je pense que c'est normal. Si on était totalement d'accord, c'est qu'on ne penserait plus rien. Exactement. Bon, très, très belle phrase. Donc j'aurais deux questions qui n'ont absolument rien à voir. La première s'adresse à l'expert ancien ministre de la Défense, et la seconde s'adresse aux politiques. Je vous prie de répondre donc aux deux qui n'ont aucun lien. Alors deux questions si elles sont courtes. Elles sont très courtes. La première, vous avez dit donc qu'il faudrait créer une sorte d'entité européenne, non pas une alternative à l'OTAN, mais pour la défense donc de l'Europe. Néanmoins, je lis régulièrement que les premières nations qui refuseraient cette alliance seraient les Allemands, car ils perdraient leur contrôle, disons leur leadership sur l'Europe. Alors vous qui avez été expert, que pensent les Allemands de cela et est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dans une politique européenne efficace sans perdre le leadership sur, en gros, les franco-anglais? Vous parlez en matière de défense, hein? Oui, tout à fait.
Et la seconde est beaucoup plus courte, aux politiciens. Au second tour, ce sera Hollande ou Sarkozy. Il y a une jeune femme en haut qui a levé la main, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question à vous poser. Vous nous avez beaucoup parlé de l'Europe, de vos idées, de vos différentes idées, notamment d'une idée d'une Europe fédérale. Je voulais savoir comment est-ce que vous pensiez mettre en place ces idées, sachant que c'est une décision à prendre sur un plan européen, donc avec les 27 pays de l'Union européenne. Et alors que, comme politique français, comment est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place ces idées, sachant, enfin, en faisant une comparaison avec le traité de Lisbonne, en voyant la complexité qu'on a eue à trouver un compromis. Puis il y avait un monsieur devant, là. Voilà. Au deuxième rang. Ouais. Bonsoir monsieur. J'aurais deux questions également, mais très rapides. Il y a une inflation des questions. Il y a une inflation des questions. Oui. La première sur les euro-obligations, je voudrais avoir des précisions sur votre position, surtout en sachant que les agences de notation ont annoncé qu'elles mettraient triple C si les Européens se mettaient à émettre des obligations, et que ça équivaudrait à un taux de 8% à peu près. Et la deuxième, sur un sujet qui n'est pas dont on ne parle plus actuellement, c'est la Turquie. Êtes-vous pour ou contre l'entrée de la Turquie en Europe? Bien, ce n'est pas des réponses courtes tout ça. Donc on va essayer, tant pis si c'est concentré. Alors la première, c'était la défense. Les Allemands n'ont plus de défense. Il faut savoir ça. On a affaire à un pays qui est économiquement dynamique et prospère, mais qui a renoncé à être... Je vous raconte une anecdote. Sur l'initiative de la France, vous avez peut-être vu qu'on avait lancé une opération qui était de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, Atalante. Non, pardon, c'était pas sur celle-là, c'était sur You4Chad, pour la protection au sud au Darfour. Je faisais le tour, comme on avait été, comme la France était à l'initiative de cette opération, je faisais le tour des capitales pour essayer de récupérer des moyens militaires. Alors, les pays d'Europe centrale et orientale sont très vite engagés, etc. Les Russes nous ont même donné des hélicoptères, prêté des hélicoptères, et j'appelle mon collègue allemand, avec lequel j'avais des relations très amicales, et je lui dis, Franz Joseph, je sais que les Allemands ne veulent pas participer à des opérations de maintien de la paix en Afrique, etc., que c'est très compliqué, le contexte politique, mais au moins, il nous manque quelques hélicoptères, mais nous, des hélicoptères. Il m'a dit, je te rappelle, je vois ça avec mon état-major. Il me rappelle 2 jours après, et il me dit, Hervé, je ne peux pas te mettre un hélicoptère. Je dis, écoute, quand même, je sais bien que la chancelière ne veut pas que vous participiez à l'opération, mais ce n'est pas parce que vous allez nous mettre 2 équipages d'hélicoptères que ça va être la révolution politique en Allemagne, quoi, j'insiste. Et il me dit, Hervé, je te jure, nous n'avons plus un seul hélicoptère. Je raccroche, je dis, il se fout de ma gueule. Je pars aux États-Unis 8 jours ou 15 jours après, où là aussi j'avais des relations vraiment extrêmement confiantes et amicales avec Bob Gates, le secrétaire à la Défense. Et après nos entretiens, on a toujours un déjeuner dans lequel on continue à travailler sur un certain nombre de sujets. Et puis il parle de ce qu'on appelle le partage du fardeau, puisque les Américains constamment disent « mais est-ce que les Européens, vous allez enfin prendre en charge votre sécurité et partager le fardeau qui représente la défense ?» Et il me dit « tu sais quoi ? Tu sais combien il reste d'hélicoptères disponibles en Allemagne ?» Je me dis, mais les Américains ont écouté notre conversation téléphonique ou quoi? Et je lui dis, oui, je le sais, puisque je viens d'avoir cette conversation avec notre collègue allemand il y a 8 jours, et il me dit qu'il n'en a plus aucun. Il me dit, nos services nous disent qu'il en reste 2. Mais entre 0 et 2, on est proche de rien. Et donc, on est dans une situation extrêmement simple. C'est qu'en Europe, ce qui est un complément de réponse à la question de votre camarade de tout à l'heure, c'est que, en clair, le seul pays en Europe qui fait un effort de défense, c'est la France, et l'autre pays qui fait un effort en matière de défense, il n'est pas européen, c'est l'Angleterre. Et donc on est dans cette contradiction incroyable,
c'est que ce qu'on peut faire au niveau européen, on doit forcément le faire avec les Britanniques parce que nous avons l'essentiel de l'architecture, mais les seuls qui vous disent on ne fait absolument rien au titre de l'Europe, ce sont les Anglais. Donc, en clair, il faut que les Européens, progressivement, prennent conscience que leur sécurité, leur influence dans le monde, elle repose sur un outil militaire crédible. Il ne s'agit pas de faire l'hyperpuissance américaine qui est capable d'aligner des centaines d'hélicoptères sur les bases en Afghanistan, c'est pas ça. Mais honnêtement, la question allemande, elle n'est pas là, quoi. Et la deuxième question, c'est Sarkozy ou Hollande. Pour moi, ça sera Sarkozy sous condition posée, c'est-à-dire d'engagement politique clair sur un certain nombre de propositions, pour une raison, c'est que j'estime que le socle de valeurs qui est le nôtre nous amène à un accord avec la droite. Je fais ce codicile tout de même. Je pourrais raisonner autrement et je pourrais le dire autrement si un jour le PS se dégageait et devenait réellement et concrètement et totalement un parti social-démocrate. La difficulté du Parti socialiste, elle est qu'en France, on a un environnement politique qui est très compliqué pour la gauche, d'ailleurs comme pour la droite. C'est que le Parti socialiste est flanqué d'une extrême gauche qui représente 10 à 15% et qui lui est nécessaire pour gagner des élections. Donc le PS est tiraillé entre le regard qu'il peut avoir sur le monde, qui l'amène à raisonner comme nous pourrions raisonner, mais obligé en perpétuelle corde de rappel par le poids de l'extrême gauche. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'amène à me décider, c'est que, comme j'ai été au Conseil des ministres, j'ai visuellement ce que ça représente et j'ai rien à faire à une table du Conseil des ministres avec Mélenchon et Marie-Georges Buffet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Troisième question, c'était... Monsieur, c'était les euro-obligations. J'ai jamais lu ça. Moi, mon idée, c'est que ces euro-obligations soient portées par une coordination de la Banque centrale européenne et du Fonds de sauvegarde. Il faut qu'il y ait, en quelque sorte, l'émergence d'une espèce de fonds monétaire européen, en quelque sorte, qui serait la coordination de la politique de la Banque centrale européenne et du fonds du FESEF. Voilà. Mais j'ai jamais lu que les agences de notation, ça, j'avais jamais vu ça. Mais bon, eh bien, je vais voir ça. La deuxième question, c'était la Turquie. Et ça me permettra de terminer sur la question de mademoiselle. Je suis pour l'instant opposé à l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. Parce que j'estime que dès lors qu'on a un projet politique en Europe, ce projet-là fait qu'un jour, il faut se fixer des frontières à l'Europe. Que sinon, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on accepte la Turquie, on ne serait pas demain amené à accepter Israël, qui est membre de l'OCDE, à accepter les bassins les pays du sud de la Méditerranée. Je pense qu'il y a des constructions à avoir, où on peut avoir des accords de libre-échange, mais certainement pas des accords qui nous amènent à une intégration qui, normalement, est une intégration politique. Je voudrais simplement vous faire remarquer une chose. Imaginez aujourd'hui la Turquie au sein de l'Union européenne. Je vois à quel point ce serait facile d'avoir un accord européen sur le sauvetage financier de la Grèce. Turquie qui serait le pays qui aurait le plus de droits de vote au sein de l'Union européenne. J'ai vu ce que pouvaient représenter les discussions au sein de l'Alliance Atlantique entre les Grecs et les Turcs, déjà. Je réponds comme ça. Aussi longtemps que je ne suis pas dans le schéma que je veux vous présenter. Votre camarade me dit, mais comment on fait pour que, en clair, votre projet fédéral aboutisse ? Mademoiselle, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en Allemagne, comme dans beaucoup de pays européens, on reprend conscience de la nécessité de l'intégration européenne. Schäuble, la ministre des Affaires sociales, dont j'ai oublié le nom, dont on dit qu'elle pourrait être la successeur ou la successrice de Angela Merkel, ont parlé de fédéralisme européen. Au SPD,
chez les Verts, on parle de fédéralisme européen. Et moi, ce que je crois, c'est que la première initiative du président de la République élu au lendemain de l'élection présidentielle, c'est un président de la République qui franchit le Rhin, qui va voir son collègue allemand et qui dit aujourd'hui, nous allons décider d'une initiative européenne majeure nous amenant à une nouvelle construction politique de l'Europe, comme ont pu le faire en leur temps un certain nombre de chefs d'État, au premier rang desquels Adenauer, de Gaulle, ou Schmitt et Giscard, ou Mitterrand et Kohl. Deuxième chose, je suis convaincu que l'Europe à 27 ne peut pas être cette Europe fédérale. Je crois que cette Europe fédérale, elle doit être partagée par des pays qui ont en effet cette même conviction politique ou cette euro-béatitude dont parlait votre camarade de tout à l'heure. L'Europe à 27, moi je l'ai vécu en matière de défense, il y a des tas de pays européens qui considèrent l'Europe comme simplement une zone de prospérité, une zone de libre-échange et la paix avec les voisins, pour faire court. Ceux-là, plus les Anglais, n'ont aucune intention de rentrer dans un processus de transfert de souveraineté, ou pas de transfert de souveraineté suffisamment efficace pour construire ce qu'on veut. Et moi, ce que je pense, c'est que dans cet espace à 27, demain à 30, à 32, ou à 35, puisque bien entendu tous les pays de l'ex-Yougoslavie finiront au sein de l'Union européenne, eh bien, que dans cet ensemble zone de libre-échange, dans lesquelles il y aura les Anglais aussi, eh bien, il y ait un ensemble politique de pays qui décident d'aller vers ces transferts de souveraineté. En clair, on a une base, on a un socle, qui est le socle à 30 ou à 35, et dans ce socle, il y a des pays qui ont décidé d'aller vers l'intégration politique. Et là, on y retrouve, bien entendu, naturellement, les pays de la zone de l'Eurogroupe. On voit bien que c'est autour de ça que les choses se feraient. Donc, en clair, on aurait un nouveau traité qui serait le traité des pays qui décideraient d'aller vers des politiques étrangères et des politiques de défense communes et qui décideraient d'aller vers un budget européen, une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, des politiques industrielles, etc., etc. Et là, ça me permet de répondre à la Turquie. C'est que dès lors que vous êtes dans ce mécanisme-là, rien n'empêche dans ce cas-là d'intégrer les Turcs. Puisque si vous considérez que l'Europe ne devient plus qu'une zone de libre-échange, pourquoi ne pas l'étendre un peu plus à un grand marché potentiel et un pays dynamique comme les Turcs? J'ajoute quand même, pour avoir été en Turquie, qu'il faut, que ça devienne un État dans lequel 50% du marché du travail ce ne soit pas un marché au noir, que la justice soit indépendante, et je dis par ailleurs, je le disais une fois aux responsables politiques turcs, je leur disais à l'époque, je pense qu'ils sont vaccinés, je pense qu'ils n'ont plus envie, même, pour tout vous dire. Un, parce qu'on fait moins envie, nous Européens, et deux, je crois qu'ils ont moins envie parce qu'ils ont pris tellement de claques qu'il y a un jour où vous arrêtez, quoi. Bon. Et deux, il y a un élément majeur, c'est que les Turcs, ils sont farouchement nationalistes, appelons ça comme ça, farouchement nationalistes. Et l'idée d'intégrer l'acquis communautaire, qui sont des centaines de milliers de normes qui tout d'un coup vont s'imposer à la législation turque, je pense qu'ils ne se rendent pas réellement compte de ce que ça peut représenter en termes d'atteinte à sa propre souveraineté. Et donc, je pense que finalement, c'est plus vraiment un débat. Mais on peut, dans ce cas-là, imaginer une Turquie qui soit dans cet espace européen, qui soit une zone commerciale de libre-échange, de libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Mais moi, mademoiselle, ce que j'espère, c'est que celui qui sera élu l'année prochaine aura comme première initiative d'aller voir la chancelière allemande et de lui dire il est temps d'avoir une initiative politique allant vers cette Europe fédérale, des pays européens qui peuvent être les pays de l'origine, mais aussi des pays qui ont intégré la nécessité de l'Europe, comme par exemple les Polonais, qui sont beaucoup plus européens qu'il y a 10 ans. Voilà, à mon sens, comment les choses doivent se faire. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir accepté l'invitation des étudiants d'Isegoria. Bravo pour vos convictions et donc on vous souhaite bonne chance pour 2012.